Il est 23 h, bonsoir à tous et merci de nous prendre en marche sur RTI 1 pour ce dernier carrefour de l'information en titre de cette édition. Le stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe, l'un des plus grands ouvrages sportifs de la sous-région ouest africaine, avec une capacité de 60 000 places, a été officiellement inauguré samedi lors d'une cérémonie présidée par le chef de l'État. L'ouvrage, qui a coûté environ 143 milliards de francs CFA, est le fruit de la coopération sino-ivoirienne. Le Premier ministre est ce dimanche dans la commune de Yopougon où il a assisté à la finale de la 29e édition du tournoi Aimé-Zébier. Ahmed Bakayoko a profité de ce tournoi qui fait la promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble pour inviter la jeunesse ivoirienne au travail et à la culture de la paix. Et puis le rideau est tombé sur la 7e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat à Yamoussoukro. Plus de 2000 participants et une quarantaine d'exposants ont pris part à l'événement. Dans ce journal, le bilan de l'édition 2020 avec Jean-Luc Bangbo de retour de Yamoussoukro. Il a une capacité de 60 000 places et comprend 5 niveaux, une hauteur de 51 mètres. Il est également totalement couvert et bâti sur une superficie totale de 61 250 mètres carrés. Vous l'avez deviné, le stade olympique d'Ebimpe dans la commune d'Anyama a été inauguré samedi par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Un match de gala opposant la SEC Mimosa à l'Africa Sport d'Abidjan, les deux clubs les plus populaires de la Ligue 1 ivoirienne, a clôturé cette cérémonie inaugurale. Jérôme Kofi Abolan. Tel un athlète victorieux, c'est en triomphe que le président de la République est accueilli au stade olympique d'Ebimpe ce samedi. Le tour d'honneur du chef de l'État suivant son arrivée sous des ovations du public venu nombreux est fondamental quant à l'image d'une Côte d'Ivoire qui gagne toujours avec le même capitaine. Le trophée ici remporté est ce complexe sportif hors pair, véritable joyau architectural qu'il vient livrer et avec tout l'honneur qu'il a de le voir baptisé à son nom. Le stade olympique Alassane Ouattara. C'est la commune d'Anyama qui l'abrite. Son premier magistrat, le maire Amindou Sila, est plein d'émotion quand il exprime sa gratitude au président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, en bâtissant ces merveilleux stades chez nous, vous rendez par la même occasion un hommage mérité à plusieurs enfants d'Anyama qui, par leurs talents divers et variés, ont fait à une certaine époque les beaux jours des ballons ronds. De même pour le ministre Paulin Danho, en charge de l'usage et du bon fonctionnement du stade en tant que ministre des Sports. La Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, est de retour dans le concert des nations. Hier, ici même en Côte d'Ivoire, nous avons accueilli l'Afro-Basket. Nous avons organisé le jeu de la francophonie et nous nous préparons à accueillir la CAN 2023. Merci pour ce beau stade de 60 000 places aux normes internationales. Merci, infiniment merci. Au nom du président chinois, l'ambassadeur de la République populaire de Chine sur le sol ivoirien a salué les relations exemplaires entre la Côte d'Ivoire et son pays qui a contribué de manière remarquable à la réalisation du stade olympique Alassane Ouattara. Les relations Chine-Côte d'Ivoire se trouvent sur la voie rapide de développement et au plus haut niveau dans l'histoire. La Chine est disposée à élever le niveau de la coopération et à favoriser un développement meilleur et plus rapide des relations Chine-Côte d'Ivoire. Le président de la République, pour sa part, s'est dit heureux et fier, non seulement parce que ce stade, comme les nombreux autres déjà en construction à l'intérieur du pays, contribue à créer des emplois pour des jeunes, mais aussi parce qu'il est la réalisation de ce qui était le rêve de son père, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Il y a plus de 45 ans, le président Houphouët avait rêvé d'avoir ce complexe sportif. Aujourd'hui, nous avons le stade d'Ebimpe.
chers jeunes, voilà, nous vous donnons ce joyau en sachant que tous, vous allez bien vous en occuper et que ce joyau a demandé des milliers d'emplois. Et chers jeunes, je peux vous garantir que nous allons continuer de vous donner des emplois par milliers et par milliers. Et je voudrais vous dire que je suis un homme heureux. Chants, danses et chorégraphies d'artistes ont apporté leur note de gaieté à cet autre moment de communion entre le président Alassane Ouattara et son peuple. Et c'est sans oublier le coup d'envoi du match de gala à SEC Africa, à cette occasion donnée par le chef de l'État lui-même. Ce qui signifie pour le président Alassane Ouattara qu'avec lui, tout est bien parti pour ne plus s'arrêter s'agissant de la promotion de la Côte d'Ivoire à tous les niveaux dont il entend toujours faire son affaire. Et on reste à Ebempe où le ministre des Sports a rendu hommage aux acteurs qui ont travaillé à la réalisation et à la livraison dans les délais du stade olympique Alassane Ouattara. 25 personnalités issues du milieu du sport, des grands travaux et de l'aménagement ont reçu le remerciement de Paulin Claude Dano. C'était au cours d'une cérémonie organisée dans une salle de conférence du stade olympique. Le compte-rendu de Salif Ouattara. Un feu d'artifice d'une trentaine de minutes pour finir en beauté. La cérémonie inaugurale du stade olympique Alassane Ouattara s'est terminée dans une liesse populaire avec la prestation d'artistes musiciens. Peu avant, le ministère des Sports a honoré 25 personnalités. Objectif, reconnaître le mérite des différentes compétences humaines qui, jour et nuit, se sont battues afin que ce stade olympique de 60 000 places devienne une réalité. Ils méritent que la Côte d'Ivoire se souvienne d'eux et c'est avec beaucoup d'émotion et de joie que j'ai pu, au nom du président de la République, leur apporter cette distinction et cette décoration. Vous avez vu vous-même tout ce qui a été fait de grand et de beau ici. Cela l'a été par la force des hommes, par le travail des hommes, par la technicité et par la ténacité de ces ouvriers et de ces acteurs. Sur les 25 personnalités, 16 ont été élevés au rang de chevaliers du mérite sportif. 4 distingués officiers dans l'ordre du mérite sportif et 5 faits commandeurs, parmi lesquels le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, et le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi. Nous avons été bien sûr quelque part dans les maillons de la chaîne, un des acteurs. Et moi, je voudrais saisir l'opportunité pour remercier tout particulièrement mes parents, qui sont donc des villages originaires de la sous-préfecture d'Agnaman, qui ont gracieusement, je dirais, offert leur terre à l'État dans des conditions définies et traitées avec le ministre de la Construction, et qui ont accepté vraiment de mettre ces terrains à la disposition de l'État pour que ce magnifique ouvrage puisse voir le jour. La vie en ville, c'est le logement, c'est le travail, c'est la mobilité et ce sont les loisirs. Et donc ça veut dire que dans la vie en ville, il faut intégrer cet aspect terrain de sport, cet aspect air de jeu, cet aspect verdure, etc. pour permettre à nos concitoyens d'être dans un cadre meilleur. Moment solennel de cette cérémonie, la remise de distinction de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à son fils, accompagné de plusieurs membres de la famille Gon Coulibaly. L'illustre disparu s'était pleinement engagé dans le projet de la CAN 2023 en lançant à Yamoussoukro, le 18 octobre 2018, les travaux de construction des infrastructures de cette Coupe d'Afrique. Voilà, c'était pour vous le reportage de Salif Ouattara qui a suivi pour RTI 1 cette cérémonie de remise de distinction à 25 personnalités issues du milieu du sport, des grands travaux et de l'aménagement des mains du ministre Paulin Claude Dano. On reste à Ebempe et c'est l'ASEC Mimosa qui est sorti vainqueur du Classico qui l'opposait à l'Africa Sport National au stade olympique. Score final 2-0 pour les jaunes et noirs. Le compte rendu de Jean-Sylvain Esso.
L'histoire retiendra que Konan Romaric, transfuge de l'USCB, a permis à l'équipe de la SEC Mimosa de remporter le premier derby au stade olympique Alassane Ouattara de Bempé. 10 minutes ont suffi aux jaunes et noirs pour lancer parfaitement leur rencontre. Sur ce coup franc frappé par Stéphane Aziski, Konan Romaric profite bien de la faute de main du porteur de l'Africa, Yelo Ruben. 6 minutes après la pause, le même Konan Romaric sur une nouvelle balle arrêtée réussit le doublé. Les Aiglons tentent de réagir à l'heure de jeu, mais Dosso Fabius manque sa tête. À 2 minutes de la fin, les Verts et Rouges obtiennent une faute à l'entrée de la surface des Mimos. Hélas, Chikézié voit sa frappe totalement au-dessus des buts de Sissé Abdoul Karim. Les joueurs de Julien Chevalier s'imposent finalement 2-0 et lancent un message fort à leurs adversaires de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021. Et je vous le disais en titre, le Premier ministre était cet après-midi dans la commune de Yopougon, précisément au quartier Selmer, où Ahmed Bakayoko a assisté à la finale de la 29e édition du tournoi Aimé-Zébier. En marge de ce tournoi qui fait la promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble, le chef du gouvernement a invité la jeunesse ivoirienne au travail et à la culture de la paix. 20 équipes du district d'Abidjan y ont participé cette année, avec l'apothéose qui a vu la victoire des jeunes pros d'Abras de la commune d'Ayamé sur Mini FC de Bordeaux sur le score de 3-1 après les tirs au but. Cette rencontre a été également l'occasion pour les initiateurs du tournoi d'exprimer leur reconnaissance au Premier ministre Ahmed Bakayoko pour son soutien constant à la jeunesse ivoirienne et son engagement pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Autre chose, à présent, les lampions se sont éteints hier samedi sur la 7e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat à Yamoussoukro, une édition à grand succès de la vie des organisateurs avec plus de 2000 participants et une quarantaine d'exposants. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Akobenan Kwasi Adjoumani, a réitéré l'engagement du gouvernement à soutenir les producteurs, notamment en veillant à faire respecter le prix du kilogramme fixé lors de l'ouverture de cet événement. De retour de Yamoussoukro, voici le reportage de Jean-Louis Bangbo. Une clôture tout en rythme. Une journée nationale du cacao et du chocolat pour magnifier les acteurs du cacao, mais également le terroir d'où est produite cette culture si chère à la Côte d'Ivoire. C'est vrai que beaucoup d'hommes ne connaissent pas, mais à travers ce genre de journée, on apprend à savoir que le cacao, ce n'est pas que ce que nous voyons, c'est-à-dire ce n'est pas que le chocolat. La 7e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat a été un franc succès malgré la crise sanitaire liée au coronavirus. Nous avons enregistré une moyenne de 2053 participants par jour et la présence d'une quarantaine d'exposants malgré la situation de prévalence de la Covid-19. Premier maillon de la chaîne, les producteurs. Ils saluent les efforts du gouvernement en vue de leur garantir de meilleures conditions de vie, à travers notamment la fixation d'un prix du kilogramme borchamp encore plus rémunérateur. On s'est rendu compte que les vraies bases de la cacaoculture durable ont été posées maintenant en Côte d'Ivoire. Le premier acte fort, c'est le DRD, le différentiel de revenu décent, qui permet aujourd'hui aux producteurs d'avoir un revenu garanti. Un prix que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural s'est engagé à faire respecter. Le président de la République, en fixant le prix borchamp du cacao à 1000 francs le kilogramme, a fait sa part. Il nous revient à présent de faire en sorte que ce prix soit effectivement appliqué par tous. Nous voudrions donc vous exhorter à refuser de céder ou de brader vos produits à des acheteurs véreux qui seraient tentés d'user de subterfuges pour se détourner des directives officielles. La 7e journée nationale du cacao et du chocolat a été également marquée par plusieurs concours dont les différents vainqueurs ont été récompensés à l'occasion de cette cérémonie de clôture. Toute la rédaction de RTI 1 se mobilise pour vous donner les informations en temps réel sur la Covid-19.
On fait à présent le point de la situation. Au 4 octobre 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour 33 nouveaux cas de Covid-19 sur 794 échantillons prélevés, soit 4,1% de cas positifs, 28 guéris et 0 décès. À la date du 4 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 19 882 cas confirmés, dont 19 449 personnes guéries, 120 décès et 313 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 166 529. Le magazine du dimanche recevait aujourd'hui le directeur général de Petrosi, la Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire. L'entreprise qui vient de célébrer son 45e anniversaire dresse le bilan de sa longévité au service de l'État. Son directeur général Ibrahima Diaby a aussi évoqué les missions et les perspectives de l'entreprise. On regarde un extrait de son échange avec Hamza Diaby. Petrosi est l'instrument de l'État, société d'État créée le 21 octobre 1975, pour être présente dans toute la chaîne depuis l'exploration, la production du pétrole brut en mer ou à terre, son transport, son raffinage, puisque nous sommes l'actionnaire le plus important de la CIR, son stockage et sa distribution. Et avec le pétrole, il y a le gaz naturel qui est distribué à des sociétés et des industries, et également le butane. La fondation Petrosi que vous évoquez est une ONG, c'est une organisation à but non lucratif créée en 2007 qui permet à Petrosi de mieux structurer ses appuis, ses actions de société citoyenne, notamment pour créer des écoles en milieu rural, des centres de santé, des maternités, des puits. Nous avons construit plus de 32 écoles, des classes, des forages, une trentaine ici et là, et participer à des évacuations sanitaires. Le grand centre de secours des Iagnon, qui est sur l'autoroute, qui est un exemple, ça c'est au plan des actions sociales directes. Et Petrosi est aujourd'hui l'une des 3 plus importantes sociétés du portefeuille de l'État qui apporte sa contribution. Si la conjoncture mondiale se maintient, si ensemble nous sortons des affres de la pandémie, Petrosi pourra faire la révolution pétrolière, nous construirons de nouveaux appontements, nous pourrons mieux servir et la Côte d'Ivoire et la sous-région. Et nous deviendrons un hub plus important dans le secteur du pétrole et de l'énergie en général. On ouvre maintenant le chapitre politique de ce journal. Candidat indépendant à l'élection présidentielle du 31 octobre, Kouadio Konan Bertin a été investi ce dimanche au Palais de la Culture. Une investiture placée sous le signe du respect de l'autorité traditionnelle. En cas de victoire, le candidat Kakabe s'engage à faire de la Côte d'Ivoire un pays de paix et d'équité. Les temps forts de sa cérémonie d'investiture avec Astou Touré. Salle comble pour Kouadio Konan Bertin. La 4000 places du Palais de la Culture de Trècheville, parée aux couleurs violet et blanc, pleine à craquer. Les militants de Kouadio Konan Bertin n'ont pas voulu se faire compter l'investiture de leur candidat. Investi par le chef suprême des chefs centraux de Côte d'Ivoire, Kouadio Konan Bertin se dit prêt à aller à la conquête du pouvoir. Je m'engage solennellement devant le peuple ivoirien à servir sans faiblesse l'objectif suprême de la paix. Je m'engage solennellement devant chacune et chacun d'entre vous à lutter sans relâche pour la justice sociale. La croissance est indispensable, mais elle doit être justement repartie. Les sessions socio-professionnelles des jeunes, Kouadio Konan Bertin en fait une priorité. Oui, diplôme, emploi, aide sociale, contrat en tout genre. Je m'engage solennellement à servir notre jeunesse. La jeunesse, c'est un joyau. C'est pourquoi, pour y parvenir, je créerai un prêt sans intérêt destiné au financement des études universitaires de tous nos jeunes. Des motions de soutien ont été lues par différentes associations de jeunes et de femmes.
Expliquant le sens de son engagement, Kwadwo Konon Berthe s'est aussi engagé à servir la nation et à lutter sans relâche contre l'injustice et les inégalités. Et en attendant l'ouverture de la campagne pour l'élection présidentielle, les états-majors des candidats affûtent leurs armes. À San Pedro, le directeur exécutif du RHDP a procédé au lancement de la pré-campagne du candidat Alassane Ouattara. Adama Bictogo appelle les militants du RHDP à une pré-campagne de proximité. Sam Konan. Le commandant Chief déclare ouvert la pré-campagne d'Alassane Ouattara. C'est en ces termes que le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, a lancé la pré-campagne du candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix à la place Ado qui a refusé du monde. Adama Bictogo engage ainsi chaque militant à une pré-campagne de proximité. Cette mobilisation exceptionnelle qui lance donc le démarrage de la pré-campagne qui va se traduire par une campagne d'encadrement, de proximité, d'accompagnement de nos militants. Nos animateurs politiques ont juste besoin de séduire un seul électeur pour que le RHDP soit majoritaire à cette élection présidentielle à San Pedro. Le directeur exécutif du RHDP a fait le tour de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Il a appelé les militants du parti au calme et à se concentrer sur l'essentiel. À l'opposition, Adama Bictogo laisse ce message. L'opposition ferait mieux de se préparer sur le terrain que de chercher à faire de la désobéissance et à entraîner les jeunes dans la violence. Nous disons non, nous ne répondrons pas à la violence parce que pour nous, ce qui compte et ce qui est beau pour la Côte d'Ivoire, c'est de gagner ces élections pour une Côte d'Ivoire plus forte et conquérante. Avant ce meeting de lancement de la pré-campagne du candidat Alassane Ouattara, Adama Bictogo a rencontré successivement la chefferie Kourmen et Bakoué, les chefs de communautés baoulés et ceux du Grand Nord. Ils s'engagent tous à soutenir Alassane Ouattara à cette élection présidentielle d'octobre 2020. Le directeur régional de campagne du RHDP du Poro était à Korogo samedi pour investir les différentes équipes de campagne de son parti. Issa Koulibaly a aussi participé à la mise en place du comité d'organisation de la visite du président de la République Alassane Ouattara le vendredi prochain à Korogo. On en parle avec Ami Sissoko. Les équipes de campagne chargées d'assurer la victoire du candidat du RHDP, Alassane Ouattara, dans le Poro, sont investies ici à Korogo par le coordonnateur régional du Poro, Issa Koulibaly, également directeur de campagne du RHDP de cette région. Par ailleurs, ministre de la fonction publique. Selon lui, ce sont des hommes et des femmes rompus à la tâche qui ont pour mission de quadriller le Poro à la conquête des électeurs des départements de Korogo, Sinématiali, Mbengue et Dikodougou. Nous sommes tous déterminés, à partir de cet instant, d'investir tous les hameaux du Poro, tous les villages, toutes les localités, toutes les villes, tous les quartiers, pour ratisser au plus large, dans une proximité, pour amener nos parents à voter massivement le 31 octobre 2020 pour le candidat Alassane Ouattara. Et nous sommes sûrs que ce sera un coup KO. Pour l'occasion, un programme de campagne à travers toute la région du Poro a été élaboré pour mieux appliquer la politique de proximité avec les électeurs. Un programme qui coïncide avec l'arrivée la semaine prochaine à Korogo du président de la République, Alassane Ouattara. C'est avec plaisir que nous avons appris cet honneur que le président de la République fait encore une fois à la région du Poro, de venir en famille avant d'entamer de façon officielle sa campagne, venir s'entretenir avec ses parents. Donc nous sommes heureux, nous sommes fiers et nous sommes déterminés à nous mobiliser à la hauteur des enjeux et surtout à la dimension de l'hôte que nous allons recevoir. La visite du candidat du RHDP, Alassane Ouattara, va sûrement donner un coup d'accélérateur à la mobilisation des militants et sympathisants du parti au pouvoir dans le Poro.
Politique toujours, le coordonnateur régional RHDP de la région du Béret a initié une tournée de travail dans sa région. Moussa Dosso a échangé avec la population sur les questions de développement et la cohésion sociale, gage d'un développement harmonieux. Il a exhorté les jeunes et les femmes à soutenir les actions de développement du président de la République Alassane Ouattara. C'est un reportage signé Charles Tatou. Le coordonnateur régional du RHDP du Béret, Moussa Dosso, en tournée dans les circonscriptions administratives de sa région. La localité de Bouandougou, début de la tournée de travail dans le département de Makono. Les questions de développement et le message de paix et de cohésion sociale au centre des rencontres avec les populations. Moussa Dosso est revenu sur les actions entreprises par le chef de l'État Alassane Ouattara en faveur du bien-être des populations ivoiriennes. Le gouvernement, en 9 ans, a réalisé pour leur compte des investissements importants et également des accompagnements en dons financiers à travers le FAPSI et bien d'autres structures du gouvernement, notamment les différents ministères et secrétaires d'État en charge de la jeunesse et des femmes. Les jeunes doivent fréquenter ces différents guichets qui ont été créés, mis à leur disposition pour apporter des réponses à leurs préoccupations. Que ce soit au niveau de la formation, au niveau des petites et moyennes entreprises, même au niveau de l'artisanat du secteur informel. Donc pour moi, l'appel que je lance, c'est qu'ils fassent confiance à ce gouvernement. Le coordonnateur régional du RHDP du Béret a inauguré le foyer polyvalent des jeunes de Bouandougou, réalisé par le conseil régional à hauteur de 50 millions de francs CFA. Moussa Dosso a également doté le nouveau foyer d'équipements pour son bon fonctionnement et fait don de 3 tricycles au meilleur groupement de femmes de Bouandougou. Politique toujours, mais cette fois-ci hors de la Côte d'Ivoire. Les militants RHDP de la diaspora continuent de se mobiliser pour la victoire de leur candidat à la prochaine présidentielle. En Italie, ils se sont retrouvés à Milan pour un grand meeting de soutien à un nouveau mandat du candidat Alassane Ouattara. Une mobilisation qui a vu la participation du directeur exécutif adjoint chargé des militants du RHDP. On en parle avec Mamadou Kouassi. À l'instar de leurs camarades de la France, de la Belgique et de la Suisse, les militants RHDP de l'Italie se sont retrouvés à Milan. Une mobilisation de soutien à la candidature du président Alassane Ouattara pour un nouveau mandat. Et pour l'occasion, ils sont venus de toute l'Italie. Ces militants et sympathisants du RHDP de l'Italie ont indiqué à Lansine Diaby, premier responsable des militants RHDP de l'extérieur, de leur détermination à donner le meilleur score de la diaspora. Pour eux, la victoire du président Alassane Ouattara sera dès le premier tour. Lansine Diaby s'est félicité de cet engagement des militants du RHDP de l'Italie. Et pour traduire cette volonté en actes, le directeur exécutif adjoint chargé des militants de l'extérieur demande aux militants et sympathisants du RHDP de l'Italie d'investir déjà le terrain. Pour lui, la victoire au soir du 31 octobre 2020 doit être une priorité. Dès maintenant, je vous mets en mission d'aller de porte en porte pour aller rencontrer tous les Ivoiriens inscrits sur la liste électorale et de leur offrir votre candidat pour qui son bilan parte pour lui. Donc, vous êtes tous mis en mission de maintenant jusqu'au 31 octobre pour permettre d'augmenter non seulement le taux de participation, mais de gagner à 100% en Italie. Avant ce meeting, Lansine Diaby a échangé avec les différents délégués au cours d'une session de formation portant sur la mobilisation et l'organisation des militants le jour du vote. Tout ceci pour se donner toutes les chances de gagner dès le premier tour. On referme maintenant le chapitre politique de ce journal pour ouvrir un autre, celui de la beauté. Elle succède à Taragay. Kwadio Marilyn a été consacrée Miss Côte d'Ivoire 2020. L'étudiante de 18 ans en première année de BTS Tourisme a été choisie samedi soir parmi une vingtaine de candidates. Kwadio Marilyn envisage de mener de nombreuses actions sociales en faveur de populations. Le film de cette soirée féerique avec Issa Chonayeo. C'est fait. La nouvelle reine de la beauté ivoirienne se nomme Kwadio Marilyn. 18 ans, 1m74. Étudiante en première année de BTS Tourisme, elle obtient les faveurs du public par le voting et celle du jury
par ses passages en tenue traditionnelle olympique et son adresse sur la thématique du jour. Elle succède ainsi à Tara Gueye, Miss Côte d'Ivoire 2019. C'était un rêve et ça depuis toute petite. Et Dieu merci, grâce à Dieu aujourd'hui c'était réalisé. Je suis vraiment contente. L'édition 2020 du concours de beauté Miss Côte d'Ivoire est marquée par la crise sanitaire mondiale du coronavirus. Organisateurs et spectateurs se réjouissent de son bon déroulement. Je tiens vraiment à remercier particulièrement tous nos sponsors. Ce sont eux qui nous ont donné le courage d'arriver aujourd'hui à la soirée de ce 3 octobre. Les parents aussi qui nous ont fait confiance parce que aller à l'intérieur du pays avec le Covid, ça n'a pas été facile. En dehors de ce concours de beauté, c'est une aventure humaine et cette initiative est à saluer. Je suis convaincu d'une chose, un jour, on aura comme Miss Univers une des Miss issues des Miss Côte d'Ivoire. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, magnifie le concours qui met en exergue la beauté féminine. Quand, de son côté, Yolande Bakayoko, représentant la première dame, Dominique Ouattara, demande à la Miss et ses dauphines d'être des modèles à l'image de leur marraine. Mon souhait et ma conviction est de voir ce beau concours de beauté être le reflet le plus fidèle de l'attention que nous portons par conviction à la célébration de la beauté et plus particulièrement à celle de la beauté ivoirienne. Chère candidate, sublime Miss, vous représentez ce soir les 20 plus belles jeunes femmes de Côte d'Ivoire. Vous pouvez être fiers de vous. Sur cette scène, comme dans la vie active, il vous faudra donner le meilleur de vous-même, tout en ayant à cœur les valeurs de respect, de solidarité et d'excellence qui fondent le concours Miss Côte d'Ivoire. La Miss Kouadio Marilyn sera accompagnée tout au long de son mandat par Doucouré Fatim, Sangari Roxane, Agbemadon Elvi et Brown Eunice, respectivement première, deuxième, troisième et quatrième dauphine de ce concours de beauté qui était à sa 24e édition. Kouadio Marilyn qui va donc étrenner sa couronne pendant un an. Place à présent au tour du monde de l'actualité, le 7 sur 7 dans une sélection d'Abou Sanogo. En République démocratique du Congo, Lubumbashi, deuxième ville du pays, a connu une incursion des miliciens du Bakata Katanga. Le bilan officiel fait état de 3 éléments de force de l'ordre tués, 16 morts côté assaillants et une dizaine d'hommes capturés. Le Bakata Katanga est cette milice qui milite pour la sécession de la province minière du Katanga. Victoire Tomega Dogbe est devenue la première femme nommée à la tête du gouvernement au Togo. Elle remplace Selom Komi Klassou qui a rendu sa démission la semaine dernière. Première femme togolaise à occuper la fonction de chef du gouvernement, Victoire Tomega Dogbe devrait composer rapidement sa nouvelle équipe et prononcer son discours politique devant l'Assemblée nationale. Le Rwandais Félicien Kabuga sera remis à la justice internationale et devra quitter d'ici un mois la prison de la santé où il est incarcéré depuis la mi-mai. Ainsi en a décidé mardi la Cour de cassation de Paris, chargée d'examiner l'ultime recours déposé par ses avocats pour s'opposer à son transfert et tenter de le faire juger en France. Considéré comme le financier du génocide contre la minorité Tutsi qui s'est déroulé au Rwanda en 1994, Félicien Kabuga avait été arrêté dans un appartement en banlieue parisienne le 16 mai à l'issue d'une traque qui aura duré 26 ans. L'Union européenne a lancé une procédure d'infraction contre le Royaume-Uni. Bruxelles reproche à Londres de ne pas avoir retiré avant fin septembre le projet de loi controversé revenant en partie sur l'accord du Brexit. Le lancement de cette procédure est annoncé au moment où les négociateurs britanniques et européens sont réunis à Bruxelles depuis mardi pour un cycle de négociations décisifs sur leurs futures relations commerciales qui doit s'achever vendredi. Alors que la junte militaire travaille à la normalisation telle que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les sanctions continuent de peser sur Bamako. Elle a donc tenté de donner de nouvelles garanties à l'organisation ouest-africaine au travers de la charte de la transition dans laquelle les prérogatives du vice-président de la transition sont limitées. L'organisation régionale a écarté toute idée dans cette charte, la possibilité
pour le vice-président de remplacer un jour le président. En pleine présidentielle aux États-Unis, le président américain a été hospitalisé. Donald Trump a quitté vendredi soir la Maison-Blanche pour rejoindre en hélicoptère l'hôpital Walter Reed dans la banlieue de Washington. Testé positif au Covid-19, le président américain a été admis dans cet hôpital militaire. Dans un bref message vidéo, il déclare aller très bien. Le gouvernement de transition soudanais et des chefs rebelles ont signé à Juba, capitale du Soudan du Sud voisin, un accord de paix historique qui doit mettre fin à 17 années de guerre meurtrière. L'accord est composé de 8 protocoles et stipule notamment que les mouvements armés devront à terme être démantelés et que leurs combattants devront rejoindre l'armée régulière. Et c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de RTI 1, mais l'autoroute de l'information ne s'arrête pas. Elle se poursuit lundi avec le 6h30 présenté par Régis Kofi. À 13h, l'édition de la mi-journée sera l'affaire de Julia Touéa. Agréable soirée à tous et que la paix soit chez vous. Bonsoir.